Bonjour tout le monde, bienvenue à ce petit bulletin de nouvelles du 12 octobre 2020. On est déjà rendu à presque la mi-octobre, hein, ça avance quand même vite. Et cette semaine, pour mes nouvelles, j'ai quand même des nouvelles intéressantes et qui sont un petit peu plus personnelles, un petit peu plus personnalisées, soit mon vécu, soit mes valeurs, soit des choses qui me touchent un petit peu plus personnellement. Donc, ça va quand même tourner autour des 4 types de nouvelles qu'on voyait, auparavant. Donc, une nouvelle à propos des technologies, une nouvelle à propos des jeux vidéo, une nouvelle à propos du domaine du web et une dernière nouvelle à propos, d'une bonne nouvelle que je trouve, quand même intéressante. Peut toucher la technologie, mais c'est une bonne nouvelle de manière générale, là, qui me rend de bonne humeur pour cette semaine. Donc, je vais commencer par la première nouvelle, technologique. En fait, c'est pas tant une nouvelle plus que bon, on s'entend là, on entend énormément parler du COVID, et la deuxième vague nous, oblige à retourner en confinement. Donc ça amène beaucoup, le concept, hein, de télétravail et je suis parmi les chanceux qui, peut faire du télétravail à la maison. Je dis chanceux parce que moi, personnellement, je le prends comme une chance. J'apprécie de pouvoir travailler de la maison, puis de pouvoir faire, mes trucs et heu et dans le fond, je suis dans un domaine technologique qui peut amener à ça. Bon. Donc, partout au travers du monde, on s'entend que le télétravail a eu un gros boom, hein, depuis, le mois de mars et regardez là, Google, leurs 200 000 employés sont tous rendus en télétravail et ça jusque, mi, 2021. Sûr, sûr, sûr. Fait qu'eux, hein, ils ont eu ça comme directive. Microsoft, c'est la même chose. Donc les grosses entreprises foncent vers ça. Au niveau du Québec, hein, c'est toujours un petit peu plus difficile. On s'entend que, les entreprises, les dirigeants, les employés, on a tout à dealer puis à vivre avec cette nouvelle chose-là et dans le fond, moi, je suis dans le domaine des technologies, OK? C'est un domaine que j'aime et quand on parle de technologie, on parle aussi de télétravail. Ça amène un paquet de possibilités. Par contre, même si je suis un fan de technologie puis je vois aussi l'envers de la médaille du télétravail et il y a de nombreux dangers et dans le fond, défis à surmonter. Donc, dans ces dangers-là, ben, l'article que je vais vous partager cette semaine, en fait, il y en a 2. Le premier article parle, dans le fond, si j'ouvre l'article, là, le titre, là, c'est «Télétravail, maintenir le sentiment d'appartenance». Donc, dans le fond, là, télétravail, c'est le fun. On travaille à distance, on est à la maison, on peut faire qu'on veut comme on veut, hein, ça, c'est un des avantages. Mais par contre, comment qu'on peut, maintenir le sentiment d'appartenance? Quand on travaille à un endroit, que ça soit un cégep, que ça soit, une usine, que ça soit, un bureau gouvernemental, on est tous au même endroit, donc le sentiment d'appartenance à l'endroit à l'endroit où est-ce qu'on travaille est déjà accentué, de par la localisation. Tout le monde a à se rendre à cet endroit-là. Après ça, ben, il y a tout le fait de l'entreprise, hein, l'environnement de l'entreprise. Est-ce que c'est le fun de travailler là? Est-ce qu'il y a une belle ambiance? Les échanges qu'on fait, les défis qu'on surmonte, tout ça, ça a comme un impact sur le bonheur de travailler à un endroit et le fait aussi qu'on a un sentiment d'appartenance et qu'on a le goût de faire augmenter cette entreprise-là, hein. Fait que ça, tout ça, c'est un petit peu plus difficile à faire à distance. Je dis pas qu'il peut pas avoir du team building, puis des choses comme ça qui sont faites à distance, mais c'est jamais comme le contact visuel. Puis même si on aurait tous les outils possibles, Zoom, c'est jamais comme d'être devant la personne, puis de voir son body language, de voir, bon. Puis là, moi, c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu plus personnel cette semaine. C'est super facile de mettre en parallèle avec ça parce que je donne des cours à distance. Donc, je fais du téléenseignement, tu sais, j'enseigne à distance et je le vois que c'est intéressant, mais c'est pas la meilleure manière d'enseigner. C'est beaucoup plus intéressant de voir les étudiants quand ils comprennent pas, de pouvoir les aider, de voir, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur travail. Oui, j'ai des outils pour voir leur ordinateur à distance, mais ça demeure quand même virtuel, puis ça demeure quand même une espèce de barrière toujours à franchir. Un autre point, clé qui est intéressant de l'article, c'est le fait que dans l'article, ça parle aussi que les gens qui vont aller travailler
mettons, les gens qui vont travailler puis les gens qui sont en télétravail, ben, les gens qui sont sur le milieu du travail ont davantage de chances d'avancement. Heu, Puis ça reste quand même assez logique, même s'il faut faire attention. Si les gens qui sont là, ben, ils sont plus en contact avec les dirigeants, sont plus sur le lieu de l'action, rencontrent les clients. Donc, c'est sûr que ça leur donne un plus que les gens qui travaillent à distance. Hein, le travail d'équipe, puis bon. Fait que ça, c'est un danger qu'il faut que les dirigeants fassent attention, c'est de ne pas faire du favoritisme envers les gens qui travaillent en présence dans le bureau versus ceux qui travaillent à distance. Et c'est un défi. Fait que ça, c'est un des petits points à propos de l'article. Le deuxième article, qui date peut-être d'une dizaine de jours, là, mais qui parle aussi du télétravail, puis je vais vous le partager, c'est télétravail, évitez de vous transformer en Big Brother. Et encore une fois, ça me touche moi en tant que professeur et ça touche aussi tous les dirigeants qui, dans le fond, là, laissent des gens travailler à distance. On a plein d'employés, mais comment on peut les surveiller? Puis là, on s'entend que des outils de surveillance électronique, il y en a une tonne. Hein. On peut surveiller l'écran de la personne, on peut faire de l'écoute, on peut faire de la géolocalisation. Bon, il y a pas quelque chose qu'on peut faire, mais il y a pas paquet de trucs qui sont, on pourrait dire, à la limite, soit du légal ou du acceptable ou du contrôle freak. T'sais, on peut devenir hein, super intense sur le contrôle puis avoir l'impression que nos employés ne travaillent pas ou ils ne font rien si ben, on les laisse trop lousses. Puis le télétravail, c'est assez dangereux pareil, parce que moi, actuellement, j'ai pas de famille, mais si j'avais une famille, puis je le sais que quand ma copine est là, ben, je suis moins efficace au travail aussi parce qu'elle vient me déranger. Bref, euh, donc, il y a quand même des trucs qui viennent nuire à la productivité. C'est sûr que les peurs des employeurs sont quand même, d'une certaine manière, un peu légitimes. Est-ce qu'on travaille vraiment le 8 heures pour lequel on est payé? Ça, c'est tout un débat aussi. La qualité du travail versus la quantité. Est-ce qu'un 5 heures de travail efficace est mieux qu'un 8 heures de travail slack? Ça, là, c'est toutes des choses qu'on a à se poser comme question quand on fait du télétravail, autant quand on est boss que quand on est employé. Il faut se poser ces questions-là. Est-ce que c'est mieux de se lever très tôt le matin, puis de travailler de 5 heures le matin jusqu'à 9 heures, un 4 heures complet, vraiment concentré, puis focusé sur une tâche, puis se dire, bon, ben, je retravaille un petit 1 heure vers 13 heures, puis un petit 2 heures vers la fin de la journée, puis j'ai fait mon 8 heures, mais j'ai quand même coupé, j'ai quand même des gros trous dans ma journée pour faire autre chose. T'sais. Fait que c'est là que il faut voir un petit peu notre productivité, comment on peut l'améliorer. Ça, c'est le côté de l'employé. Côté de l'employeur, ben c'est ça, là. Il faut qu'ils puissent comprendre toutes ces choses-là. Ça, c'est un défi pour eux parce que on s'entend que tu sais, les employeurs sont souvent habitués, on est là de 9 heures à 5 heures au bureau, tu sais, ou n'importe quel environnement de travail assez standard. Donc ça, c'est à penser. Puis moi, en tant qu'enseignant, j'ai à le penser aussi pour ce qui est des examens. Ok. Je vous explique un petit peu le contexte, là, le contexte actuel, je pense que vous le voyez un petit peu là. En ce moment, moi, les examens de mes cours, normalement, je les ferais au cégep. OK? Je donne l'examen sur papier, les jeunes le font et il est complètement fait sur papier. Et pourquoi je fais ça? Ben, c'est parce qu'il n'y a aucun moyen que j'ai trouvé à date pour m'assurer qu'ils ne vont pas tricher, qu'ils ne vont pas se partager de l'information ou qu'ils ne vont pas aller chercher de l'information sur Internet ou par Discord puis se jaser. Mais là, avec la situation, les cégeps nous demandent de penser à des situations alternatives et potentiellement de faire les examens en ligne. Donc, c'est tout un casse-tête pour nous d'arriver et de trouver quelque chose, ben, de trouver une alternative ou de trouver quelque chose qui est, on pourrait dire, faisable là, et qui est, on pourrait dire, juste pour tout le monde. Puis dans le fond, qu'il n'y a pas de triche, puis qu'il n'y a pas de plagiat, puis qu'il n'y a pas d'échange d'informations pendant les examens. Ça, c'est le gros défi. Là, dans le fond, ce que moi j'aimerais, c'est être capable de faire un petit peu le rôle de Big Brother, puis de regarder tout ce que mes étudiants font. Mais c'est quoi la limite? C'est quoi que je peux faire? C'est quoi dans le fond, là, pas mes lois, mais mes règles que je peux mettre en place, puis que j'ai le droit.
aux yeux de la loi aussi? C'est que ça, là, c'est toutes des questions que je suis en train de me poser, mais il faut se poser cette question-là. Et je pense aussi que plus qu'on met des conditions, puis des contrôles, puis qu'on est sévère, puis qu'on est intense, plus qu'on enlève le côté plaisir de la chose. Fait que c'est sûr que dans le cas d'un examen, je veux pas qu'il y ait du plaisir, je veux qu'il fasse l'examen. Donc, dans ce contexte-là, je pense que c'est correct d'avoir des contrôles puis d'être serré. Dans le domaine du travail, par contre, plus qu'on rajoute des contraintes, puis plus qu'on rajoute du contrôle, puis qu'on rajoute des vérifications, plus qu'on alourdit la tâche, puis plus que ça peut amener à une perte de productivité, puis à un sentiment d'appartenance amoindri. Fait que, tu sais, dans le fond, là, en faisant du télétravail, puis en augmentant le contrôle, puis les vérifications et tout, ben, on diminue aussi automatiquement, là, puis ça c'est prouvé par plein d'études, on diminue le sentiment d'appartenance et la productivité. C'est que dans le fond, c'est pas gagnant, mais on le sait que les employeurs veulent contrôler. En tout cas, c'est un gros questionnement qu'il faut se poser. Il faut se poser la question en tant que travailleur, à la maison aussi. On est chanceux de pouvoir faire ça. Puis moi, je le dis, puis je le répète, c'est une chance de pouvoir travailler à la maison. Il faut voir aussi, hein, ben, quand on voit cette chance-là, il faut aussi être capable de prendre ses responsabilités. Et moi, en tant que personne, j'ai à me faire des horaires, j'ai à planifier ce que je vais faire pour éviter de procrastiner. Puis oui, ça me demande d'autonomie puis de la discipline, chose que moi-même, je n'ai pas beaucoup, OK, pour être honnête. Donc, ça me demande ça, mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire versus la liberté que j'ai de travailler à la maison. Fait que ça, c'est un pensez bien, puis je serais curieux d'entendre un petit peu vos avis là-dessus. Ça, c'était ma première nouvelle. Il y avait quand même pas mal de choses. Ma deuxième nouvelle, vous allez voir, quand même un peu plus rapide, ma nouvelle à propos des jeux vidéo. J'ai eu, dans le milieu de la semaine passée, là, un petit pop-up sur Steam. J'ai un de mes amis qui commençait à jouer à Baldur's Gate 3. Fait, ah ouais, il est sorti. Commencé à regarder et effectivement, Baldur's Gate 3 n'est pas sorti officiellement. Il a été lancé avec un accès anticipé, Early Access, là, communément appelé en anglais. Et dans le fond, là, ben, je regardais un petit peu les vidéos, je regardais un petit peu les choses, puis bon, j'aime tellement la compagnie qui fait ce jeu-là que je l'ai immédiatement acheté. Bon, un accès anticipé qui coûte 79,99, c'est quand même pas donné, hein, c'est un jeu à 80$, mais déjà, juste l'accès anticipé a un 25 heures de jeu. Ce qui est quand même vraiment bon, puis j'imagine même pas le temps qu'il va avoir quand le jeu va être complet. Vraiment, là, ça va être assez impressionnant. La compagnie qui est en arrière de Baldur's Gate 3, c'est l'Ariane Studio. OK? Si vous avez connu Baldur's Gate 1 et 2, ben, c'était BioWare qui avait la licence à l'époque et qui était quand même chapeauté par Forgotten Realms, là, la compagnie à qui appartient Donjon Dragon. Et dans le fond, il y avait la licence pour pouvoir faire le jeu. L'Ariane, quand c'est arrivé avec Divinity Original Sins 2, voulait faire un jeu de Donjon Dragon, mais Forgotten Realms était un petit peu. Avait peur un petit peu. Ils n'ont pas donné leur chance, mais quand ils ont vu Divinity Original Sins 2, ils ont dit ben non, là, ok, on y va all-in, on leur donne la permission de faire le jeu. Et finalement, la date, pour l'expérience que j'en ai, c'est une excellente expérience. L'histoire a l'air vraiment tripante, vraiment là. Le jeu commence avec des flageoleurs mentales qui nous mettent une larve dans l'œil pour nous contrôler. Puis là, dans le fond, ça pourrait nous transformer en flageoleur mental. En tout cas, l'histoire est complètement folle. Vous pouvez aller regarder la vidéo d'introduction, là. Si vous connaissez ces ennemis-là, les flageoleurs mentales, c'est une race qui est vraiment assez dangereuse dans l'univers de Donjon Dragon. Donc l'histoire part vraiment intense, vraiment le fun. Là, j'ai des interactions avec des personnages, on rencontre des gens qui se sont fait faire la même twist, là, qui ont la larve aussi dans l'œil. Puis là, dans le fond, la quête au début, c'est de réussir à extirper cette bébête-là qui est dedans notre œil parce que ça peut nous transformer, on sait pas quand. Donc, c'est comme un danger là, d'avoir ça en dedans de nous, puis il faut trouver le moyen de l'enlever. Donc, le début de la quête est quand même assez original, là, ça fait différent de on est en bateau puis on s'échoue sur une île. Là. Le scénario assez standard de l'Ariane Studio. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas ce studio-là, je me fais une petite parenthèse sur le fait que c'est un studio qui est belge
et studio qui a été lancé en 1996 par Sven Wick. En tout cas, il y a un nom, assez particulier, là. Je vais relire, mes notes, là, mais je vois souvent, là, c'est, ouais, c'est en plein ça, puis c'est quelqu'un qui a lancé ça en 96 et ouais, Sven Vincke. Je ne sais pas exactement comment il se dit, là, Vincke, mais bref, c'est un Belge et il a lancé l'entreprise, ça fait quand même, près de 14 ans. Les premiers jours, on s'entend, c'était du balbutiement, mais quand ils ont fait Divinity Original Sins 1, c'est là que ça a lancé la patente. Vraiment, ils se sont fait connaître et ils ont même développé un studio à Québec. Dans le Vieux-Québec, ils ont un studio, l'Ariane Studio Québec et ils travaillent sur le jeu activement, là. Donc, on a des Québécois qui ont travaillé sur Baldur's Gate 3, ça, je suis très fier de ça, c'est vraiment le fun. Et le jeu semblerait que la version finale sortirait en 2021. Mais on a vraiment un bon aperçu du jeu, puis c'est pas mal intéressant de voir ça aller. Donc, moi, je pense qu'il faut encourager ce genre de jeu-là, étant donné que la qualité est là. Il y a beaucoup, beaucoup de travail de fait. L'équipe est super bonne. Vraiment, là, c'est trippant. Et déjà, en ce moment, il y a 10 000 personnes qui ont donné des bons commentaires. Puis il y a eu comme 75 000 connexions, là. C'est complètement fou, là. Je pense qu'ils sont un peu victimes de leur succès, mais ils doivent être très contents des ventes, là. C'est vraiment un super beau succès. C'est beaucoup 80$ pour un jeu comme ça, mais moi, quand je vois le nombre d'heures que je mets versus le montant d'argent que je mets, c'est un jeu qui vaut la peine. On joue puis on met 300 heures, là. 300 divisé par 80, là, ça te donne un bon ratio, mettons. Donc, Baldur's Gate 3, lancement de la Early Access, je vous encourage à l'acheter pour encourager une entreprise qui a beaucoup de potentiel et qui a vraiment font des choses vraiment intéressantes. Maintenant, la nouvelle du domaine du web. C'est une nouvelle un peu personnelle cette semaine. Dans le fond, je veux vous annoncer le lancement de mon site web, jimmygilbert.com, qui est encore en version alpha. OK? C'est une version alpha, mais je tenais à le lancer quand même. Puis je vous explique un petit peu pourquoi, puis je vous présente le site web pour que vous voyez un petit peu là. Je vais vous faire un petit partage d'écran et je vous montre le site web. Bon, fait que vous voyez un petit peu là, l'idée du site et à date, c'est pas un énorme site, il n'y a pas énormément de choses, mais si vous allez sur jimmygilbert.com, vous allez voir le site. Et dans le fond, je vous explique un petit peu la prémisse, puis je vous lis le texte qui est écrit dessus le site, là. Bienvenue chez moi. Je suis un cordonnier mal chaussé et même si j'ai fait de très nombreux projets web, je n'avais jamais achevé mon site web. Après mûre réflexion, ai-je vraiment besoin de finaliser mon site? Eh bien non, ce site est une démonstration de mon savoir-faire, mais surtout une représentation du domaine du web, un domaine en constante évolution. Bonne visite. C'est que dans le fond, là, j'ai commencé de nombreuses fois mon site web. J'ai commencé, je mettais des sites web, il y avait des trucs qui spawnaient sur jimmygilbert.com. Là, je le tassais. Tu sais, je faisais des choses un petit peu, là, mais j'attendais tout le temps d'avoir la version comme complète ou finie avant de le mettre en ligne, et ou de l'annoncer, ou d'en parler, ou de. Et dans le fond, ben, tu sais, ça me faisait sentir un petit peu que j'avais comme jamais atteint l'objectif, puis je finissais par pas le présenter. Puis là, vous voyez un petit peu ma philosophie, là. Dans le fond, oui, il y a un paquet de choses à dire sur le site web. Oui, il y a un paquet de choses à améliorer, mais c'est ça que je veux. Je veux que ce site web-là soit une représentation de ce que je suis capable de faire et que je vais toujours améliorer. Je vais toujours apporter des améliorations sur le site. Donc, ce que je veux, là, c'est justement de tasser un petit peu l'espèce d'anxiété pas de performance, mais de perfection, de dire qu'il faut que tout soit correct avant de le lancer. Puis je veux me lancer, puis me donner des petits défis, puis améliorer des choses, puis mettre en place des choses. Et c'est ça un petit peu l'objectif de mon site web. Et le deuxième objectif aussi, ben, c'est que si vous avez à me contacter ou à me connaître, ben, vous allez pouvoir par ma plateforme. Fait que dans le fond, quand vous arrivez sur mon site web, généralement, moi, j'estime que les trois choses que vous voulez savoir à propos de moi, c'est qui je suis, qu'est-ce que je fais, puis comment me rejoindre.
généralement, c'est pas mal les trois grandes réponses. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas rajouter des choses sur mon site, mais à mon sens, c'est ça les trois choses qui sont majeures. Ben, j'ai séparé mon site web en trois, comme ça. Et dans le fond, là, dans la section Me connaître, bon, j'ai mis un petit texte ici que je trouve quand même intéressant, mais je trouvais intéressant aussi de me présenter de manière vidéo. Fait que j'ai fait une petite vidéo qu'on peut faire play, puis dans le fond, moi je parle, j'explique mon site web, j'explique le pourquoi du projet. Un petit peu ce que je fais avec vous, mais directement sur le site. Après ça, je présente mes projets, puis regardez, le style CSS est même pas fini encore. Et la manière de me contacter. Et là, vous voyez, j'ai même pas mis encore de formulaire de contact. Fait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais comme je vous dis, c'est une version alpha. Je voulais commencer le projet, faire des choses, prendre des commentaires des gens et, dans le fond, de l'améliorer, puis de m'améliorer aussi en même temps. C'est vraiment ça là, l'objectif aussi du site. Donc, lancement de mon site web et, dans le fond, là, c'est une espèce de bac à sable pour explorer. Les technologies qu'il y a en arrière. OK, je n'ai pas utilisé de CMS, j'ai pas mis WordPress en arrière parce que ça se veut pas un énorme site. OK? Avoir WordPress, ça l'ouvre la porte à se faire hacker, ça l'ouvre la porte à avoir de la maintenance à faire. Bref, il y a quand même beaucoup de choses que WordPress amène d'intéressant, mais en même temps, beaucoup, beaucoup de choses à penser puis à de la maintenance. Je me suis dit, je me fais un petit site simple que je vais pouvoir mettre à jour et qui a quand même du PHP en arrière, qui a quand même des technologies, mais je veux avoir le plein contrôle sur mon site. Oui, je peux mettre des librairies, oui, je peux mettre des choses, mais je veux faire les choses à la main, autant pour m'améliorer que pour, dans le fond, là, avoir le plein contrôle puis pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Fait que c'est vraiment l'objectif du site web, là, une petite plateforme pour me présenter, une espèce de petit portfolio, puis bac à sable pour pouvoir expérimenter. Fait que vous me direz ce que vous en pensez, mais je voulais faire comme le petit lancement officiel de mon site dans une de mes nouvelles. Et ça touche le web, donc ça va dedans la case web. Pour ma dernière nouvelle, encore une fois, une bonne nouvelle là, qui me touche particulièrement. Ceux qui me connaissaient savaient que j'ai un historique à propos du cancer. Ma mère est décédée du cancer du poumon. Puis honnêtement, je pense que je suis loin d'être la seule personne qui est pas touchée par cette maladie-là. Je pense qu'on pourrait tout le monde avoir au moins un témoignage là, qui dit que la maladie les a touchés ou qu'ils ont eu eux autres même un cancer. Donc, je pense que c'est un peu la maladie du siècle. Puis c'est quelque chose qu'on a à combattre. J'avais déjà fait d'autres petites nouvelles à propos de certaines percées au niveau du cancer, puis on s'entend qu'il y a énormément de recherches qui est faite là, pour les traitements de cancer. On connaît les traitements actuels, là, la radiothérapie, la chimiothérapie. Bon, hein, bon, on connaît aussi les charlatans qui essayent de vendre là, la formule miracle pour guérir du cancer de vitamine C ou des trucs comme ça. Ma mère a vécu ce genre de choses-là. Donc, il y a ça qui touche. Ma nouvelle actuelle touche le fait, puis encore une fois, là, c'est une nouvelle qui est comme intéressante dans le fait qu'on a encore de nouvelles percées, puis on a encore une tonne de choses à découvrir à propos du cancer. Bon. Et la nouvelle, dans le fond, parle d'un vétérinaire spécialisé dans le traitement du cancer pour les chiens. Dans le fond, ce vétérinaire-là, il a découvert que lui, il a traité plein, plein, plein d'animaux. Il a traité les chiens, votre cancer de la bouche, puis des choses comme ça. Et il a découvert qu'il y a un virus pour des plantes. OK? Là, le nom du virus, je vais vous partager l'article si vous voulez le lire. Mais ils ont découvert que le virus, quand c'est implanté dans la bouche d'un chien, fait disparaître le cancer de la bouche. Complètement. À 100%. Ça marche pas tout le temps, mais quand ça marche, ça le fait disparaître au complet. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand un chien a un cancer, on s'entend, là, même au Québec, là, on va pas nécessairement le guérir parce que faire de la radiothérapie ou de la chimiothérapie, ça coûte cher et ce genre de cancer-là peut avoir des récidives. Il peut revenir. Fait que là, quand on l'enlève avec la radiothérapie, ben, le cancer peut revenir. C'est quand même assez dur. C'est pas évident. Et ben là, les gens, il y en a beaucoup qui vont décider de faire euthanasier leur chien, bon, pour pas qu'il souffre et tout et tout. Donc, il disait que c'est un cancer qui est assez insidieux parce qu'il revient. Mais avec ce traitement-là, ça permettrait, comme dans le fond, de manière quand même assez efficace,
d'enlever le cancer de la bouche des chiens et il fait qu'il revient pas. Dans le fond, là, grosso modo, là, je suis pas un scientifique, mais pour vous expliquer un petit peu le concept, c'est que le virus, quand il est implanté dans un animal, c'est un virus de plante. Il y a pas d'impact sur l'animal parce que ça s'attaque normalement aux végétaux. Mais notre corps humain, le corps, il est bien fait. Lui, aussitôt qu'il voit un virus, fou, il active les défenses. Il active le système immunitaire puis il dit: «Hey, wow, 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 faut se défendre de ça». En se défendant du virus, ça, c'est les chiens comme les rats là, qui ont fait des tests en laboratoire, aussitôt que les défenses s'activent, ben, pour une raison qu'on ignore, ça l'active aussi les défenses, puis ça détruit le cancer. Fait que dans le fond, l'idée, là, il va commencer à avoir des tests qui sont faits sur les humains, c'est de voir si ce virus-là peut activer le système immunitaire humain pour que l'humain réagisse de la même manière. Dans le fond, là, l'image qu'il disait à la fin de l'article, là, dans le fond, le cancer, c'est un corps étranger et un moyen efficace de détruire ce corps étranger-là, c'est que le système immunitaire fasse le ménage. Mais en ce moment, le système immunitaire, dans le cas d'un cancer, il n'est pas capable de savoir que c'est quelque chose qu'il faut qu'il détruise. Il faut qu'il y ait quelque chose qui indique que c'est nuisible. Ben, ce virus-là semble activer ça. Fait que ça c'est comme un peu, c'est comme si le virus y arrivait puis il mettait une grosse, un gros spotlight là, sur le cancer puis il dit: «C'est ça qu'il faut vous éliminer». Puis dans le fond, le cancer est éliminé en même temps que le virus. C'est comme un effet qui c'est que c'est assez surprenant de voir qu'un virus d'une plante peut nous guérir d'une maladie qui peut être, vraiment intense. Donc c'est les percées les plus intéressantes au niveau du cancer, c'est de réussir à activer notre système immunitaire. C'est ça qui est peut-être la percée la plus intéressante, que ça soit par un virus, que ça soit avec la nanotechnologie, que ça soit avec, des intelligences artificielles qui seraient capables un peu de contrôler notre système immunitaire. Il faut qu'il y ait une percée de ce côté-là pour que, les cancers soient éliminés de manière plus efficace et plus, on pourrait dire fiable que de tout détruire comme de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. Donc, ça met fin à mon petit bulletin. Écoutez, 27 minutes, quand même un bulletin assez long. J'ai parlé beaucoup au début, mais je pense que c'était quand même un sujet que je voulais quand même développer un peu, le télétravail. Et écoutez, si vous avez des commentaires, suggestions ou quoi que ce soit à propos de mon site web, à propos de ce que j'ai dit, gênez-vous pas. Je suis super ouvert à ça. Puis je vais vous souhaiter une bonne semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde!